Bienvenue au Parlement européen pour Ici l'Europe. Au programme cette semaine, la Turquie qui vote le 1er novembre prochain et entend arracher à l'Union européenne un maximum de concessions en échange de sa gestion de la crise des migrants. Et nous en parlerons dans quelques minutes sur ce plateau avec mes invités. Et puis, nous poursuivrons sur ce thème et sur un tour de l'actualité européenne en compagnie du président de cet hémicycle, l'Allemand Martin Schulz, qui nous parle de sa vision de la solidarité et de la cohésion européenne. Mais on commence tout de suite par la Turquie. Elle s'apprête à voter dans un climat politique tendu et sur fond de violence, d'attentats anti-kurdes, de chahutage des journalistes. Le parti au pouvoir depuis 13 ans, l'AKP, qui se dit islamo-conservateur, veut retrouver sa majorité absolue et en abritant sur son sol plus de 2 millions de réfugiés syriens, le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan entend bien obtenir des Européens quelques concessions significatives, à la fois pécuniaires, à la fois symboliques. Nous allons en parler aujourd'hui dans ce Parlement européen en compagnie de Jean Arthuis. Bonjour. Bonjour. Député européen de l'Alliance des libéraux et démocrates français. Député français. Face à vous, un Belge, mais du groupe des Verts cette fois-ci, Philippe Lamberts, député européen également. Et puis, vous êtes aujourd'hui à côté d'un journaliste turc, Güldener Sonomut, de NTV. Bonjour, chaîne privée d'info continue turque, que vous qualifiez de libéral-démocrate. En effet, on rappelle quand même que ces législatives anticipées à la demande de Recep Tayyip Erdogan vont avoir lieu le 1er novembre. Et il s'agit pour lui d'essayer de retrouver une majorité absolue qu'il avait perdue. Et donc il était dans l'obligation de faire une coalition, ce qui ne lui plaît pas. C'est un enjeu électoral important pour la Turquie, pour l'Europe aussi peut-être. C'est très important pour la Turquie, pour le président qui essaie d'avoir une majorité de 276 sièges. Il n'a pas réussi à avoir, il a réussi à avoir que 258 sièges. Et les sondages montrent que même s'il augmente d'1 point ses voix, il n'aura pas plus de sièges que les 250 ou 258 actuellement. Et donc c'est pour ça qu'il essaie d'user de tous les subterfuges et pouvoirs pour maximiser et pour avoir même une courte majorité. Et en contrepartie, c'est pour ça qu'il y a une telle pression sur la société, sur les médias, pour essayer d'avoir un petit peu, et la presse et l'opinion publique, de son côté. Mais d'un autre côté, il faut souligner qu'il est très probable qu'il y ait 4 partis à nouveau au Parlement, avec le HDP, c'est-à-dire les personnes qui sont pro-kurdes, les sociodémocrates, la droite conservatrice et l'AKP. Et donc ils doivent composer. Mais alors Recep Tayyip Erdogan, on le dit, a besoin d'une majorité pour réformer dans un sens encore plus présidentialiste. On disait, on a l'impression qu'aujourd'hui c'est presque le meilleur interlocuteur du point de vue des Européens. Enfin, on lui rend hommage de sommet en sommet, on va le voir. Jean Arthuis. C'est un partenaire majeur de l'Union européenne. Au fond, la Turquie est déjà dans l'espace économique de l'Union européenne. Depuis 1995, la Turquie est dans l'union douanière. Par conséquent, son statut est d'un type tout à fait particulier. Et au surplus, au plan géopolitique, la Turquie est à la jonction entre un Moyen-Orient révulsé, en crise absolue, dans un vrai drame, avec ses flux migratoires, et puis l'Union européenne. Donc, il y a une conjoncture qui est quand même assez spécifique, vous le notiez, notamment avec cet attentat attribué à l'organisation de l'État islamique aussi, qui a fait 99 tués lors d'une manifestation pour la paix, pro-kurdes, etc. Des Kurdes qui ne se sentent pas forcément en sécurité, qui se sentent un peu punis dans leur branche politique aussi. C'est une Turquie irréconciliable. Je pense en tout cas que la description que vous en avez faite est un petit peu aimable. Je veux dire, quand vous parlez de chahuter les journalistes, moi je vois qu'on met des journalistes en prison, qu'on les intimide, qu'on leur fait des procès. Je vois que la justice est intimidée. Je vois que le principal parti d'opposition, en tout cas celui qui a empêché, dont l'arrivée au Parlement, malgré un seuil électoral de 10%, ce qu'on ne voit nulle part dans des démocraties, le HDP, ce parti qui a en fait empêché Erdogan d'atteindre son objectif politique, c'est-à-dire sa super majorité pour changer la Constitution, eh bien ce parti voit ses permanences saccagées, voit ses candidats intimidés, et c'est l'attentat qui a été commis est un attentat qui s'attaquait à une manifestation de ce parti-là. Alors avant de dire que c'est l'État islamique, moi ce que je constate,
c'est que c'est le pouvoir lui-même de Erdogan qui s'attaque aux partis qui le menacent. Alors pour qu'on comprenne bien où en est l'état des débats, parce que vous avez parlé de ce partenaire européen important, il faut revenir à cette idée que la Turquie abrite plus de 2 millions de réfugiés syriens sur son sol et Ankara entend bien obtenir justement à cause de cela des compensations significatives de l'Union européenne. L'Allemagne, qui accueille 1 million de migrants, a pesé de tout son poids pour que la Turquie ait le beau rôle au dernier Conseil européen du 15 septembre, après quoi Angela Merkel s'est rendue sans tarder à Ankara, comme nous le raconte Cécile Galluccio. Une poignée de main, des progrès, mais toujours pas d'accord définitif. À Istanbul, dans le somptueux palais présidentiel, la chancelière allemande est venue chercher un donnant-donnant. Si Recep Tayyip Erdogan accepte de garder plus de migrants et de renforcer la surveillance de ses frontières, il recevra une aide financière avec, en prime, une promesse de l'Allemagne, relancer les discussions concernant la candidature de la Turquie à l'Union européenne. Il y a de bonnes raisons pour lesquelles l'Union européenne et la Turquie ont accepté de collaborer plus étroitement. Il y a le processus d'adhésion qui doit être plus dynamique, le partage du fardeau des migrants, la liberté des visas et le retour des clandestins. Ces entretiens sont très prometteurs et vont être poursuivis. Jeudi, les dirigeants des 28 se sont mis d'accord sur un plan d'action pour endiguer la crise migratoire. Un plan pour amener Ankara à contrôler le flux de demandeurs d'asile en les gardant sur son territoire. Mais la Turquie avait qualifié ce plan de simple projet au budget inacceptable. Le Premier ministre turc dit avoir besoin d'au moins 3 milliards d'euros pour financer l'accueil des réfugiés. Le fardeau des réfugiés devrait être partagé équitablement. Les chiffres sont importants, mais nous avons besoin d'une volonté commune de partager le fardeau. Malheureusement, la Turquie a été abandonnée par la communauté internationale pendant les 4 dernières années en termes de partage de la charge. Les pourparlers entre l'Allemagne et la Turquie pourraient donc être salvateurs pour tout le monde. Ankara souhaite relancer les discussions entamées en 2005 pour faire partie de l'Union européenne. De son côté, Angela Merkel fait face à de nombreuses pressions politiques. Une aile de son parti souhaite refouler certains réfugiés aux frontières, une mesure que rejette la chancelière. Alors Jean Arthuis, on voit bien que nous sommes à nouveau amis des Turcs. Je parle, nous, au nom des 28 finalement, et l'Allemagne au premier chef. Mais à quel prix pour l'Europe, pour ses valeurs? Ce qui m'étonne dans cette visite de Mme Merkel, c'est que, peut-être avait-elle un mandat de Mme Mogherini, la haute responsable pour les affaires extérieures. Mais on voit bien toutes les faiblesses et les incohérences de l'Union européenne. Au fond, dans un problème, celui des migrations, qui est un défi sans précédent, qui met à l'épreuve la gouvernance et oserais-je dire, l'absence de gouvernement de l'Union européenne. Il n'y a pas si longtemps, Mme Merkel est venue avec M. Hollande devant le Parlement européen. Nous attendions un grand moment, avec une référence historique, celle de Mitterrand et Kohl. La barre était à un haut niveau. Et nous avons entendu un discours d'eau tiède, 2 discours d'eau tiède, de 2 chefs d'État ou de gouvernement, qui s'exprimaient non pas en direction de l'Europe, mais de leur opinion publique nationale. Tout à fait. Et voilà que Mme Merkel s'en va en Turquie pour des raisons strictement allemandes. Je fais un vœu pour que l'Europe assume enfin ses prérogatives. Et soit capable, parce qu'on a En attendant, elle est en train d'allonger quand même l'addition de façon assez sérieuse, puisqu'à l'origine, elle voulait donner 1 milliard. Finalement, elle va peut-être donner 3 milliards à M. Erdogan. On n'a pas encore le premier euro de ces sommes-là. Donc, au plan budgétaire... Voilà, et Jean peut en parler. Au plan budgétaire, on n'a pas le premier je ne euro. sais pas. La disjonction entre les annonces politiques et ce budget européen, et qui est 1/7, une tranche. On va le verser au 3 milliards plus 1 milliard. Je vous dis que c'est quand même 3 milliards pour les réfugiés uniquement, plus 1 milliard pour les négociations d'adhésion. C'est 4 au total. Avec un budget qui n'a aucune marge de manœuvre, qui est enfermé dans un tunnel de 7 ans, qui n'a aucune capacité de réaction à l'actualité. Nous voyons toutes les faiblesses de l'Union européenne en cet instant.
Alors, en effet, on a plusieurs exigences du côté des Turcs, notamment que la Turquie, alors en tant que Vert, ça va peut-être vous frapper davantage encore, soit inscrit sur la liste des pays sûrs, c'est-à-dire finalement, on peut y être réfugié sans problème, nous explique-t-on, y compris pour ce qui est des Kurdes, alors j'ai un problème avec ça, en effet, puisque un des éléments centraux de la stratégie électorale, parce que c'est rien d'autre, du président Erdogan, c'est de relancer la guerre civile dans le pays, parce qu'on parle quand même d'une guerre civile, c'est bien de ça qu'il s'agit, de relancer la guerre civile dans le pays entre l'armée turque et le PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, qui mène une insurrection qui avait été interrompue pour des négociations justement au début du gouvernement Erdogan. Eh bien, on voit que ces bonnes intentions qui voulaient régler par la négociation un problème endémique depuis des décennies, eh bien, pour des raisons purement électorales, Erdogan retourne sa veste et refait la guerre au Kurdistan. C'est difficile quand même philosophiquement de faire de la Turquie un pays candidat, mais dire que c'est pas un pays qui n'est plus sûr. Donc si c'est bien le problème. Et quand on voit, moi j'ai pas envie de faire du mélanchonisme primaire, mais aîné d'être de l'anti-Merkel, mais Madame Merkel dit d'abord que la Turquie est un pays pas sûr. Ensuite, elle dit que c'est un pays sûr. Ensuite, elle s'oppose à l'adhésion de la Turquie à la ARD. Ensuite, elle rappelle 15 jours avant que c'est un processus qui est qu'il faut revitaliser. Donc c'est toujours en tergiversant sur les décisions. Et le tout sur fond de demande de visa pour les 78 millions de ressortissants turcs. Là où François Hollande freine un peu en disant attention, mais il faut quand même qu'on les contrôle un tout petit peu. Tout à fait, mais ça c'est un processus qui avait commencé déjà en 2013, indépendamment de la crise des réfugiés. Et pour que les Turcs disent oui au paquet réfugiés, c'est quand même... Souvenez-vous en France, par exemple, que la régularisation des sans-papiers, ça pose un problème énorme, un débat. Là, quand même, l'Union européenne demande à la Turquie de régulariser 2,5 millions de réfugiés pour qu'ils puissent travailler sur le sol turc. Et ça n'a pas provoqué de débat, non. Est-ce que vous êtes convaincu sur le fond de ce qui est en train de suggérer? Même M. Erdogan a reparlé de cette adhésion nécessaire de la Turquie à l'Union européenne, Angela Merkel aussi, alors qu'on voyait bien qu'il y avait un gel, un refroidissement avec la France et l'Allemagne en particulier ces dernières années. Est-ce que ça vous paraît pertinent que cette adhésion à terme et pas un autre processus? Je crois que vous êtes contre quand même. Je crois que l'urgence pour l'Union européenne, c'est d'améliorer... Oui ou non à l'adhésion? Commençons par les propositions de principe. Moi, en l'état, je ne suis pas favorable à l'adhésion. Mais ce que je veux dire, c'est que l'urgence de l'Union européenne, c'est de donner corps à un vrai gouvernement de la zone euro. Parce que le niveau de solidarité entre les États membres de la zone euro est sans commune mesure avec ceux qui sont dans le marché intérieur. Donc, nous avons un partenariat privilégié avec la Turquie. C'est si vrai que la Turquie est d'ores et déjà dans l'espace économique européen. Il n'y a plus... Ils sont dans l'union douanière depuis 1995. Ça aurait été mieux quand même de leur donner comme perspective, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, je crois, les Verts, l'adhésion réelle, en tout cas, pleine et entière. Pour nous, une Turquie qui remplirait, et c'est évidemment très important, qui remplirait les critères d'adhésion à l'Union européenne. Et on a pu croire au début du gouvernement Erdogan que c'était la direction qui était prise. Aujourd'hui, il est évident que c'est la direction inverse qui est prise. Mais une Turquie qui remplirait les critères d'adhésion à l'Union européenne serait pour nous un atout à la fois stratégique et économique pour l'Union européenne. Mais ce qu'on ne peut pas faire, c'est permettre l'adhésion d'un pays comme la Turquie et de n'importe quel autre pays d'ailleurs au rabais. Or, c'est vrai que l'histoire récente des extensions de l'Union européenne laisse à penser qu'on pense à la Grèce, qu'on pense à la Bulgarie, qu'on pense à la Roumanie, qu'on a laissé rentrer dans l'Union européenne des pays qui, en l'état, ne satisfaisait pas aux critères. Philippe Lambert, ce serait quand même très imprudent dans l'état du fonctionnement des institutions européennes. Évidemment. Donc, commençons par la zone euro. Là-dessus, on est d'accord. On est d'accord. Par contre, il y a une chose que évidemment. Et puis, considérons que la Turquie est déjà dans le marché unique. Combien d'emplois ont quitté l'Union européenne pour aller en Turquie? Je peux vous en citer un certain nombre. Ça fait partie des demandes qui ont été mises sur la table. L'adhésion n'aura jamais lieu avant 2020, 2023, 2024, au plus tôt déjà. Moi, donc là, c'est uniquement approfondir un petit peu. Donc c'est même pas d'actualité. La question, c'est la perspective. Il ne faut pas avoir peur de ça. Par contre, il faut aussi que l'Union européenne tienne ses paroles vis-à-vis de la Turquie. 1995, Union douanière, il y a 3,5 milliards depuis l'Union douanière qui n'ont pas été payés à la Turquie. 99 candidatures. On a commencé
les négociations d'adhésion, il y a au moins 1,5 milliard qui n'ont pas été payés de l'adhésion. Sous Nicolas Sarkozy, on a biffé le mot négociation d'adhésion. Madame Merkel arrivée au pouvoir, elle a eu peur. Donc, il faut pouvoir avoir de la crédibilité. Il faut pouvoir croire à cette Union européenne. Parce que là, on va prendre par exemple 2,5 millions de réfugiés, ok, et ils nous promettent nos merveilles. Quid s'il ne se passe rien? Qu'est-ce qu'on fait? On va jouer avec les immigrés comme si on jouait au quota de pêche en prenant du thon, du saumon. On ne peut pas. Humainement, je parle, humainement. L'explosion des flux migratoires constitue une épreuve de vérité. Bon. Nous avons besoin d'un partenariat confiant qui s'inscrit dans la durée avec la Turquie. Je pense qu'il serait tout à fait imprudent de faire entrer la Turquie dans l'Union européenne, dans l'état institutionnel où elle est. C'est pas de ça qu'il s'agit aujourd'hui. La question, c'est est-ce qu'il y a une perspective d'adhésion ou pas? C'est comme ça que je comprends votre expression. Et donc pour moi, cette perspective doit exister. Pas à n'importe quelle condition, mais elle doit exister. Commençons par faire de la zone euro l'embryon du fédéralisme européen. On a l'impression que la Turquie... Revenons à des considérations, juste en conclusion, à une petite considération simple. La Turquie semble être la clé de la résolution du problème des réfugiés, selon Mme Merkel, selon beaucoup d'Européens. Et pourtant, elle est aussi un facteur aggravant quand on pense que, en l'occurrence, 30 000 passeurs officient et prospèrent en Turquie, que c'est une plaque tournante pour l'organisation de l'État islamique. En effet, donc la Turquie joue un rôle absolument crucial. Pour un partenariat confiant. Bien sûr. La Turquie joue un rôle dans le conflit syrien qui n'est pas neutre, joue un rôle au Kurdistan irakien qui n'est pas neutre, et donc n'a pas toujours été, et de loin, un facteur de stabilisation. Et donc là, c'est clair qu'il faut engager le dialogue avec la Turquie. Moi, je suis pour. Ouais. Mais de nouveau, il faut que ce soit un dialogue, je vais dire, robuste. Et pas un dialogue complaisant. Et j'ai parfois un peu l'impression que quand on a besoin de la Turquie, on se précipite. Et alors, quelles que soient les évolutions autoritaires du régime, eh bien, on ignore tout ça. Et puis, quand on n'a pas besoin de la Turquie et le rassemblement une sorte de zone noire. Le rassemblement au Zénith à Strasbourg le 4 octobre suscitait de la perplexité. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Pro-Erdogan, de soutien électoral, etc. Voilà. Merci à vous d'avoir très bien illustré ce débat. On continue à en parler dans la seconde partie de notre programme, en compagnie du président du Parlement européen, très attaché aussi aux relations avec la Turquie. Il s'agit de l'Allemand Martin Schulz. C'est tout de suite, juste après la pause.